Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette première conf d'hépatogastroentérologie. Je me présente, je suis le Dr Simon Pernaut, donc je suis interne en hépatogastroentérologie, actuellement en 5e semestre. L'hépatogastroentérologie, c'est une spécialité très variée que je vous recommande, mais on n'est pas là pour ça. On va commencer tout de suite avec un premier sujet d'hépatologie. On va commencer par le foie, avec ce premier dossier. Donc c'est un patient qui a 45 ans, qui vient à votre consultation parce qu'il a réalisé un bilan en ville, un bilan de dépistage, comme ça arrive très souvent, et ça montre des perturbations du bilan hépatique, c'est-à-dire des transaminases élevées, en un peu plus de 3 fois la normale, un petit peu plus pour les alates, des gamma-GT élevés, des phosphatases alcalines également, et une bilirubine totale qui est à 32 micromoles, donc environ 2 fois la normale. À l'examen clinique, qu'est-ce qu'on a? On a une pression artérielle normale, une fréquence cardiaque qui n'a rien de particulier. Par contre, vous retrouvez à l'examen physique des angiomes stellaires et, sur le dos et le visage, et des veines apparentes sur l'abdomen. Ça a un nom, ça s'appelle la circulation veineuse collatérale abdominale. On suspecte le diagnostic de cirrhose. Bon, le diagnostic était facile à suspecter, donc je ne vous interroge pas là-dessus. Première question, une question de sémiologie. Quel est votre interrogatoire? Alors, est-ce que tu veux répondre à cette question? D'accord. Donc, moi, je vais déjà rechercher la chronologie des anomalies du bilan hépatique, s'il y a des bilans antérieurs. Oui, la consommation alcoolique du patient, actuelle et passée. voilà, très important. Ce qu'il peut prendre comme médicament. Des facteurs de risque d'hépatite virale, donc surtout des transfusions avant 89, ou s'il n'a pas cette notion, un AVP, ou des conduites sexuelles à risque. Tout ce qui est antécédents familiaux, donc des hémochromatoses, de dyslipidémie, peut-être s'il est breton, et des antécédents personnels de dysthyroïdite, cardiopatite, cancer, diabète, hypertension, et éventuellement des signes associés, donc une altération de l'état général, une fièvre, un prurite, un ictère ou du poids. Très bien. Donc, effectivement, on va rechercher les facteurs étiologiques. Les facteurs étiologiques dans la cirrhose, il y en a que vous n'avez pas le droit d'oublier. C'est l'alcool. En France, c'est la première cause de cirrhose. C'est une qu'on oublie assez souvent, c'est la cirrhose d'origine métabolique, qui fait suite à la stéatohépatite non alcoolique, à la NASH. Donc ça peut provoquer des cirrhoses et c'est pas négligeable puisque c'est la deuxième cause de cirrhose aux États-Unis, c'est 20% des cas de cirrhose. En France, c'est de plus en plus fréquent, avec l'augmentation de l'obésité notamment. Troisième cause, c'est les hépatites virales, effectivement, comme tu m'as dit. C'est la première cause de cirrhose dans le monde. Et enfin, une cause qui est en nombre plus anecdotique, mais que vous ne devez pas oublier non plus, c'est l'hémochromatose, dont tu as parlé. Après, il y a d'autres causes qui sont beaucoup plus anecdotiques. On peut citer... alors les cirrhoses médicamenteuses, c'est exceptionnellement décrit, mais il faut interroger le patient de toute façon sur des facteurs hépatotoxiques qui peuvent aggraver, donc il faut lui demander. Voilà. Donc pour l'hémochromatose, c'est bien sûr les antécédents familiaux qui vont nous orienter. Ensuite, les autres fonctionnels qu'il faut rechercher, alors notamment l'altération de l'état général qui peut orienter vers déjà vers une cirrhose qui donne une altération de l'état général, une cirrhose notamment décompensée, ou une pathologie tumorale surajoutée. Une hémorragie digestive qui est une complication de la cirrhose, de l'ictère et des œdèmes qui serait un signe de cirrhose décompensée. Alors, la deuxième question, elle suit les recommandations de la conférence de consensus, c'est quels arguments paracliniques allez-vous rechercher en faveur de votre diagnostic. Donc je vais corriger cette question. Il faut d'abord rechercher des arguments étiologiques. Les arguments étiologiques, on reprend les étiologies dont on a parlé avant, c'est d'abord les signes biologiques d'éthylisme, qui ne sont pas très informatifs, pas très spécifiques, mais bon, ça nous oriente quand même. C'est le VGM qui est augmenté, avec éventuellement une anémie carentielle, et c'est les gamma-GT augmentés. C'est les deux signes biologiques les plus spécifiques de l'éthylisme, mais bon, ça ne suffira pas à faire un diagnostic. En faveur d'une hépatite virale, on fera les sérologies, donc la sérologie hépatite B, avec notamment l'antigène HBS, la sérologie hépatite C, c'est-à-dire l'anticorps anti-VHG, éventuellement la sérologie hépatite D, en cas ou delta en cas de positivité de la B.
le bilan martial en faveur d'une hémochromatose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le bilan martial? Une ferritine, un coefficient de saturation de la transférine qui peuvent être élevés dans l'hémochromatose. Enfin, le bilan métabolique qui fait partie du bilan systématique de toute maladie hépatique, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, donc c'est-à-dire le bilan du diabète, un bilan lipidique complet qui peuvent nous orienter vers une NASH. Et enfin, c'est pas toujours fait en première intention, mais dans la conférence de consensus, ils le recommandent. C'est un bilan auto-immun avec les anticorps qui peuvent être en faveur d'une maladie hépatique auto-immune, une hépatite auto-immune, qui donne plus tard des cirrhoses auto-immunes, même si c'est beaucoup plus rare que toutes les étiologies qu'on a citées auparavant. Deuxièmement, des signes en faveur du diagnostic de cirrhose. Après l'étiologie, on va essayer de poser le diagnostic de cirrhose. Donc, les signes en faveur d'une cirrhose, c'est les signes d'insuffisance hépatique, avec une thrombopénie qui témoigne d'un hypersplénisme. Donc là, on est plutôt sur l'hypertension portale. Des perturbations du bilan hépatique qui peuvent être diverses et variées. On peut avoir une cytolyse ou une cholestase ou les deux. Une baisse du TP et du facteur 5, ça témoigne de l'insuffisance hépatocellulaire, tandis que je vous rappelle, pour mémoire, qu'une baisse du TP isolée fera plutôt évoquer une cholestase. On peut avoir les deux en cas de cirrhose, donc c'est important d'essayer de faire la part des choses en dosant le TP et le facteur 5. Enfin, si le patient a de l'acide, il faudra faire une ponction d'acide et doser les protides dans l'acide. Globalement, on va s'orienter en fonction du taux de protides dans l'acide, soit vers un transsudat, soit vers un exsudat. Je vous rappelle qu'une acide riche en protides, il faut penser principalement à un cancer, une carcinose péritonéale d'un cancer digestif notamment, un cancer colique. Tandis qu'une acide pauvre en protides, la principale étiologie, ça reste la cirrhose. Enfin, après la biologie, on fera une échographie. Alors l'échographie pour la cirrhose, ça recherchera une dysmorphie hépatique, un foie bosselé. Ça recherchera des signes d'hypertension portale, c'est-à-dire les signes d'hypertension portale échographique. Il y en a plusieurs. Il y a l'acide, la splénomégalie qui témoigne de l'hypertension portale, et un flux portal qui peut être inversé. On cherchera également sur cette échographie des complications de cette cirrhose, c'est-à-dire une thrombose porte et un CHC, qui est la complication redoutée. Enfin, un dernier bilan avant de venir au diagnostic positif vraiment de cirrhose, le dernier bilan, ça sera la FOGD, la fibroscopie œsogastro-duodénale, qui recherchera des varices œsophagiennes et une gastropathie d'hypertension portale. On le fera souvent même avant de réaliser la biopsie dont on va parler juste après, parce que ça peut donner des arguments en faveur d'une cirrhose qui peuvent éviter de faire la biopsie. Donc j'en viens au diagnostic positif de cirrhose. Le diagnostic positif de cirrhose est porté par l'histologie. Puisqu'il y a quelques années, on disait pour faire le diagnostic de cirrhose, il faut absolument une histologie. On doit faire la biopsie hépatique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les recommandations nous disent que si on a suffisamment d'arguments cliniques, c'est-à-dire l'anamnèse et les signes cliniques, biologiques, échographiques et fibroscopiques, la gastropathie, l'hypertension ou les varices œsophagiennes, on peut se passer de la biopsie hépatique qui reste un examen qui comporte un certain nombre de risques. Donc l'histologie, on a quand même très envie de la faire le plus souvent, qui peut retrouver une fibrose portale extensive et des signes d'hépatopathie sous-jacente éventuellement. La question 3. La question 3, on fait l'ensemble de ce bilan, et la sérologie hépatite C revient positive. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan préthérapeutique devant une sérologie C positive? À toi. Alors, déjà, il faut être sûr qu'il a une hépatite C chronique. Donc, on va lui faire une PCR d'ARN du VHC. Donc, déjà pour quantifier la charge virale qui permettra de savoir si le traitement était efficace. Et génotype VHC, savoir si on traite ou pas. Et éventuellement, si on a une clinique évocatrice, on peut faire une recherche de cryoglobulinémie. On peut refaire une recherche de cryoglobulinémie, oui. Donc la PCR, le génotypage. Voilà. Après, on peut chercher des comorbidités avec des co-infections VH1 et 2, VHB. Et après, donc, si il a vraiment une hépatite C chronique, il faut rechercher les contre-indications au traitement. Donc, des antécédents psy non contrôlés, une dépression,
une recherche de d'hystéroïdie avec la TSH et les anticorps anti-thyroperoxydase, une créate, une protéinurie, et éventuellement, s'il a des facteurs de risque cardiovasculaire, on peut faire un ECG. Enfin là, il a moins de 50 ans. Et éventuellement un bilan ophtalmo. Mais il n'est pas diabétique, donc peut-être pas, non, en fait. C'est pas indispensable. Par contre, ce que disent les recommandations, donc il y a presque tout, il manque quand même le fibrotest ou le fibroscan. Voilà, ça c'est la chose principale. Donc, premièrement, le bilan viral. PCR viral C, comme tu as très bien dit. Le génotypage du virus qui est essentiel avant de traiter, puisque c'est de ce génotype que va dépendre les temps de traitement notamment. La sérologie VIH1 et 2, donc les comorbidités, tu as dit la sérologie VHB, effectivement, on l'a normalement déjà faite juste avant, mais il faut la faire si elle n'a pas été faite. Ce qu'on dit bien sûr à l'internat quand on parle d'une sérologie VIH, il faut toujours dire après accord du patient, VIH1 et 2 et après accord du patient. J'ai pas mis 0 à la question si vous ne l'aviez pas mis, mais c'est classiquement mis 0 à la question. Ensuite, dans la conférence de consensus sur l'hépatite C, ils disent bien qu'il faut avoir absolument une évaluation de la fibrose hépatique avant de traiter. Dans l'hépatite C, on n'est pas obligé de faire une biopsie pour avoir l'évaluation de la fibrose. Dans l'hépatite C, on a des scores non invasifs qui ont été testés et validés dans cette indication. Donc les principaux, ceux qui sont utilisés actuellement, c'est le fibrotest et le fibroscan. Classiquement, quand on s'en sert, il n'y a pas de recommandation stricte là-dessus, mais on aime bien avoir un fibrotest plus un fibroscan qui vont dans le même sens. Et le fibrotest, fibroscan, en gros, ils vont nous dire soit F0, F1, soit F3, F4. Pour les cas intermédiaires, c'est parfois difficile. Donc, parfois, on ne peut pas échapper à la biopsie hépatique avant le traitement. Donc, la biopsie hépatique, deux moyens de la faire, la voie transpariétale le plus souvent et la voie transjugulaire si jamais il y a des troubles de l'hémostase. Et enfin, le bilan préthérapeutique, ça tu l'as dit, l'évaluation psychologique, il faut prendre un avis psychiatrique au moindre doute. Parfois, il faut traiter d'abord une psychose éventuellement. Il ne faut pas hésiter à attendre un petit peu avant de mettre en route son traitement anti-hépatite C. La numération, parce que la deuxième grosse toxicité des traitements de l'hépatite C, c'est la toxicité hématologique. L'interféron donne des neutropénies, tandis que la ribavirine donne des pancytopénies. Et, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, la TSH. La TSH est obligatoire à faire avant un traitement anti-hépatite C, car le traitement par interféron plus ribavirine va induire des pathologies auto-immunes, et la plus fréquente, eh bien, c'est une thyroïdite auto-immune. On passe à la question 4, donc la prise en charge de cette cirrhose. Je vais répondre directement. Donc la prise en charge de cette cirrhose, il y a plusieurs éléments. Premier élément, le traitement de l'étiologie. Ici c'est l'hépatite C, si c'était l'alcool bien sûr, il faut dire en premier, à la première ligne, arrêt de l'alcool. On verra qu'on le dira aussi, mais un petit peu plus tard. Donc traitement de l'hépatite chronique C, c'est donc, je viens de le dire, la bithérapie pégylée, parce qu'on est au stade cirrhose, donc il y a une indication formelle à la bithérapie pégylée. Interféron pégylé, on fera une injection sous-cutanée par semaine. La ribavirine, par exemple, le schéma le plus fréquent, c'est 800 mg par jour en 2 prises per os. Alors, quand on donne un traitement, il faut le surveiller, donc surveillance de la tolérance clinique et biologique de ce traitement. Ensuite, les traitements, des complications du traitement, puisque c'est un traitement qui donne des complications, on vient de le voir. Un des principaux effets secondaires de ce traitement, c'est un syndrome pseudogrippal qui peut être parfois très gênant pour le patient. Donc le patient a le droit de prendre, même s'il a une cirrhose, il a le droit de prendre du paracétamol. C'est faiblement hépatotoxique, ça l'est, mais ça l'est faiblement. Donc il a le droit de prendre des petites doses de paracétamol. Voilà. Il faut mieux même qu'il en prenne, sinon il ne va pas respecter son traitement, ça sera une catastrophe. Par contre, ce qu'il ne doit absolument pas prendre, et vous devez l'en informer, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi ? Parce que quand on a une cirrhose, on n'a pas le droit de prendre un médicament néphrotoxique. Donc là, j'ai mis, si on proposait des AINS, un 0 à la question, parce que ça c'est une grosse erreur. Le rein est très très fragile dans les cirrhoses. Alors, les traitements des complications du traitement, eh bien, c'est aussi donc, les pancytopénies. Donc l'anémie, si on est à moins de 8 grammes, on proposera une transfusion à adapter un peu au terme du patient. Et on pourra discuter les facteurs de croissance hématopoïétique qui peuvent être utilisés
le GCSF, le PO. Et surveillance de l'efficacité du traitement, eh bien, ce sera une charge virale à la 4e semaine et à la 12e semaine. Donc ensuite, maintenant qu'on a traité l'étiologie, on va passer au traitement de la cirrhose en elle-même. Donc il y a, évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement de la cirrhose vraiment, puisqu'on ne peut pas guérir d'une cirrhose. Mais il y a des facteurs qui vont ralentir l'évolution et éviter les décompensations. Donc le traitement étiologique, on en a parlé. Le traitement symptomatique déjà. Si le patient a de l'acide, il ne faut pas oublier de traiter cet acide. Le premier traitement de l'acide, c'est le régime pauvre en sel. Deuxième étape, si ce n'est pas efficace, on passe au diurétique, c'est l'aldactone en première intention. Troisième étape, si l'aldactone n'est pas suffisant ou qu'il y a des troubles ioniques à équilibrer, on peut équilibrer avec un petit peu de l'azilix en plus, à introduire après l'aldactone. Et on discutera à chaque étape les ponctions qui peuvent être d'abord initiales pour soulager le patient en attente de l'efficacité du traitement diurétique ou si le traitement diurétique est insuffisant. Il y a une étape, en cas d'échec de tout ça, il y a une étape, c'est le TIPS, l'anastomose portosystémique. Ça ne se fait pas dans tous les centres, ça se fait assez rarement, mais il faut savoir y penser, ça peut donner aux patients une qualité de vie fantastique. J'ai eu 2 cas très récemment, les patients venaient se faire fonctionner 2 fois par semaine avec des douleurs abdominales atroces à chaque fois. On leur a posé un TIPS et on les a plus revus pendant 1 mois, et quand ils sont revenus au bout d'1 mois, c'était pas pour se faire fonctionner, c'était pour venir en consultation sur leurs 2 pieds. Donc il faut y penser. Les traitements prophylactiques, donc la protection hépatique évidemment, il faut éviter tous les facteurs hépatotoxiques, donc arrêt de l'alcool, ça aussi c'est un 0 à la question si vous l'oubliez, dans toute maladie hépatique, il faut mettre arrêt de l'alcool. Éviter les médicaments hépatotoxiques, on en a parlé juste avant, on peut donner du paracétamol à faible dose, on peut discuter au cas par cas chacun des médicaments, parce que si on ne doit pas donner des médicaments hépatotoxiques, on donnerait malheureusement quasiment rien. Il y a exceptionnellement des médicaments où il n'y a pas marqué hépatotoxicité dans le Vidal. Donc on est obligé de les discuter de toute façon. Par contre, il faudra penser aux vaccinations. Donc ici, on fera une vaccination anti-hépatite A pour éviter une hépatite aiguë surajoutée, une vaccination contre l'hépatite B également. Après la protection hépatique, il faut penser, on en a déjà parlé, à la protection rénale. Ça, c'est indispensable. Les AINS sont absolument contre-indiqués chez un cirrhotique. Il faut éviter à tout prix les aminosides. Parfois, on est obligé d'en donner dans des infections sévères, mais il faut éviter tous les produits néphrotoxiques. Pourquoi ? Parce que une des complications redoutées de la cirrhose, c'est le syndrome hépatorénal. Le syndrome hépatorénal, c'est un pronostic catastrophique. C'est une mortalité dans de nombreux cas, plus de 75% des cas, à relativement court terme. Donc il faut absolument penser à protéger le rein. Ensuite, pour éviter d'aggraver ou de provoquer une encéphalopathie, chez un patient qui est un peu limite, on évitera tous sédatifs, les somnifères, les anxiolytiques, sachant que parfois, quand même, on est obligé d'en utiliser pour des patients qui sont un petit peu agités, notamment des patients alcoolodépendants. Quand on veut essayer de les sevrer, on utilisera des anxiolytiques, mais il faut faire attention avec ces médicaments, ça peut aggraver une encéphalopathie hépatique. Si on en donne, il faut les surveiller. Donc on parlait des traitements préventifs, on parle donc de l'éviction des sédatifs autant que possible, qui peuvent favoriser l'encéphalopathie hépatique. Et dans les mesures prophylactiques, il faut penser également à la protection de la famille, de l'entourage de manière générale. Dans l'hépatite C, il faut protéger la famille, c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut dire de faire attention aux accidents d'exposition au sang dans la famille, des choses comme ça. Voilà. Mais il faut penser à informer qu'il y a un risque de transmission. La surveillance, enfin, la surveillance de la cirrhose, c'est ça le traitement essentiel de la cirrhose, c'est sa surveillance. Pour éviter les complications, il faut que le patient soit bien suivi et bien surveillé. La surveillance clinique, le périmètre abdominal pour voir s'il y a de l'acide qui apparaît, le poids pour voir s'il y a de l'acide qui apparaît ou s'il perd du poids, une altération de l'état général. La température pour dépister une infection. Deuxièmement, la surveillance biologique, on surveillera les paramètres biologiques dont on a parlé à la question de bilan, je n'y reviens pas là. La gastroscopie en fonction des varices œsophagiennes, je vous laisse vous reporter à la conférence de consensus, juste se souvenir qu'à partir de varices œsophagiennes de grade 2, il faut les traiter
mais pas les surveiller. À partir du moment où on les traite, on ne les surveille plus. Donc quand il n'y a pas de varices et quand il y a des varices de gradin, il faudra une surveillance régulière endoscopique. Et enfin, l'échodoppler hépatique. Alors ça, j'insiste vraiment là-dessus, sur l'échodoppler hépatique et sur l'alpha-fétoprotéine. L'échodoppler hépatique, d'abord pour surveiller le foie en général, voir s'il y a de l'acide, et surtout pour voir s'il y a un nodule de carcinome hépatocellulaire qui apparaît. Et l'alpha-fétoprotéine également pour essayer de dépister un CHC. C'est dans tous les services d'hépatogastro, on voit un patient arriver avec une cirrhose. On lui a parlé d'une cirrhose plusieurs mois auparavant, mais on ne l'a pas vraiment éduqué, on ne lui a pas dit il faut absolument revenir tous les on dit 4 à 6 mois dans la conférence de consensus pour l'écho et pour l'alpha-fétoprotéine. Et ils reviennent avec un carcinome hépatocellulaire. C'est hyper fréquent et donc ça c'est indispensable d'y penser, l'écho et l'alpha-fétoprotéine. Enfin, les mesures psychosociales, on y pense souvent dans les questions de traitement, il faut le mettre, l'accompagnement psychologique, la prise en charge à 100% bien sûr de toute cirrhose et l'association de malades éventuellement. Je pense notamment, j'ai un exemple, c'est une hépatite C post-transfusionnelle. Vous pouvez par exemple l'adresser à des associations de victimes en vue d'une indemnisation. La question suivante, la question numéro 5. Donc quelques semaines plus tard, le patient est hospitalisé aux urgences parce qu'il a vomi du sang. Donc la question hémorragie digestive chez un cirrhotique, elle est indispensable à connaître par cœur. Il a bien pris son traitement, il prend pas d'autres médicaments sauf un petit peu d'aspirine et un petit peu de doliprane. Son ventre a un peu gonflé depuis 4 jours et il a pris 4 kilos, il a probablement un petit peu d'acide. C'est ce que nous évoque cet énoncé. Comment évaluer la gravité de cet épisode? Donc l'évaluation d'un patient en aigu, c'est surtout l'évaluation clinique, donc l'évaluation hémodynamique. Est-ce que le patient est en choc ou pas? Donc le premier signe de défaillance hémodynamique, c'est la fréquence cardiaque qui s'accélère. Donc soyez très attentifs à la fréquence cardiaque qui s'accélère, donc à la tachycardie. Surtout chez un patient qui est éventuellement sous bêta-bloquant pour les varices. Si son cœur bat vite, c'est pas normal. Et les autres éléments, vous les connaissez, saturation, pression artérielle, les marbrures, la diurèse. L'interrogatoire, on peut évaluer l'abondance de l'hématémèse, sachant que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pratique, sauf si c'est très abondant. Il vous dit j'ai vomi plusieurs litres, là vous savez qu'il a vomi plusieurs litres. S'il vous dit j'ai quasiment rien vomi, comme sang, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas beaucoup. Il peut en avoir plein dans l'estomac. Donc il ne faut pas trop s'y fier. Et enfin, dans les caractéristiques cliniques, c'est si le patient est transfusé ou rempli en cas de choc, il faudra faire attention au nombre de culots ou aux quantités nécessaires pour le remplissage. C'est un facteur de gravité. L'évaluation biologique, c'est surtout l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, il y a une manière très simple de l'évaluer aux urgences, c'est l'hémo-Q, même si ce n'est pas très fiable, mais bon, ça donne une idée quand le patient arrive. Ensuite, on fera la numération avec l'hémoglobine et l'hématocrite. L'urée, c'est un bon signe de saignement digestif quand vous n'êtes pas sûr du diagnostic. Une urée qui augmente plus que la créate et de manière précoce, ça peut être un signe précoce de saignement digestif. Et enfin la créate pour dépister une complication de la cirrhose en cas de décompensation, bien sûr le syndrome hépatorénal dont je parlais. Alors les examens qu'on demande devant un patient qui saigne aux urgences et qui en plus a une cirrhose. Alors, vas-y. Il y a tout ce qu'il y a en vue d'une possible transfusion, c'est le besoin de sang, donc groupe sanguin, résus RAI. Et tout le bilan qu'on a vu déjà, le bilan qu'on a voilà, vu, on peut faire le bilan de base qu'on a vu tout à l'heure, hématocrite, hémoglobine, NFS. Et quel est l'examen essentiel qui sera à la fois diagnostique et thérapeutique? La fibroscopie. Absolument, voilà. Bon, ça c'est les éléments principaux. Donc c'est donc le bilan pré-transfusionnel à prélever. Bon, la numération on en a parlé d'avant, donc voilà. Mais le bilan pré-transfusionnel et la gastroscopie. Il faudra penser à faire aussi un bilan d'un patient en réanimation éventuellement ou un patient qui arrive aux urgences, c'est-à-dire un ionogramme créate, une CRP si on suspecte une infection. Et faudra la faire de toute façon. On fera un bilan infectieux complet parce que tout cirrhotique qui décompense, ça peut être une infection. Et donc si le patient a de l'acide notamment, il faudra penser à faire la ponction de l'acide à visée exploratrice pour rechercher une infection de liquide d'acide. Et donc la gastroscopie en urgence chez un patient préparé, ça on va le voir à la question suivante.
Donc le traitement de l'hémorragie digestive, ça, c'est à connaître vraiment sur le bout des doigts. Il y a quelques points clés qu'il faut absolument connaître. Donc c'est une urgence thérapeutique. Tout à fait. Pour l'orientation déjà on fait les mesures de réa, donc on va lui poser 2 voies veineuses de bon calibre, on va le monitorer, surtout la fréquence cardiaque et la tension. On va lui mettre une oxygénothérapie nasale si besoin, s'assurer de la liberté des voies aériennes supérieures, et on va prévenir son DT parce qu'il est peut-être pas sevré, donc avec une hyperhydratation dans les VVP et de la vitamine B1 pour prévenir l'encéphalopathie carentielle. On va envisager un remplissage vasculaire et une transfusion adaptée à la numération. Après, on va pouvoir le transporter soit en médecine, soit en réa, suivant les besoins. Comme traitement étiologique, on va lui mettre de la sandostatine parce qu'il est cirrhotique, donc ça peut être une rupture de varices œsophagiennes ou une HTP. On va lui mettre des inhibiteurs de la pompe à proton parce que, par argument de fréquence, l'ulcère gastro-duodénal, c'est la cause la plus fréquente. En plus, il a pris des AINS. Et après, on va le préparer pour la fibro. Donc, on va le laisser à jeun, on va lui mettre une sonde gastrique en aspiration et de l'érythromycine en IV 30 minutes avant la fibro. Donc, après, on en arrive à la fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc, il va être qui a 3 visées. Donc, un intérêt diagnostique, savoir si c'est plutôt des varices ou un ulcère. Une visée pronostique, savoir ce que va devenir le malade. Et on peut essayer une thérapeutique, donc avec des clips ou une électrocoagulation. Oui. Enfin, non, c'était pas ça que je pensais, mais... D'accord. Et pour finir, on va lui mettre des antibiotiques en antiprophylaxie des surinfections, vu qu'il saigne et il a de l'acide. Et on va le surveiller. Donc l'efficacité et la tolérance. Effectivement, il y a plusieurs étapes indispensables dans le traitement d'une hémorragie digestive chez un cirrhotique. Et ça, il faut vraiment connaître cette question par cœur parce qu'elle est tout à fait tombable. Elle peut tomber très souvent. Puis en plus, vous y serez forcément confronté un jour ou l'autre aux urgences, puisque c'est un motif très fréquent de consultation aux urgences. Premièrement, la préparation du patient, les mesures de réanimation. Donc, il s'agit d'une urgence thérapeutique, effectivement, l'hospitalisation du malade, éventuellement en réanimation si besoin, la pose des voies veineuses périphériques, le patient sera laissé à jeun. Voilà, ça c'est la première chose, c'est la mise en condition du patient. Deuxièmement, c'est les traitements médicamenteux spécifiques. Donc, je suis assez d'accord avec toi qu'il faut proposer ici la sandostatine et les IPP par voie intraveineuse en seringue électrique. Maintenant, il ne faut pas oublier que les IPP ne sont pas systématiques. Si le patient il a à l'évidence une cirrhose décompensée et qu'il n'a pas pris, comme c'est le cas ici, d'aspirine, on peut dire que c'est une rupture de varices œsophagiennes. Il ne faut pas le mettre de manière systématique, même si au moindre doute il faut le mettre, puisque ce n'est pas un traitement très dangereux. Mais ici, il avait pris de l'aspirine, donc il fallait penser aux IPP, à la seringue électrique. Donc sandostatine pour une rupture de VIRO et les IPP. Troisième étape, c'est la préparation à la fibroscopie. Donc le patient est à jeun strict. Il faudra penser à la vidange gastrique. Donc il y a 2 moyens de faire une vidange gastrique. Soit vous mettez une sonde nasogastrique et vous aspirez tout ce qu'il y a dans tout le contenu gastrique. Soit vous donnez un peu d'érythromycine 30 minutes avant le geste. Et vous allez assurer comme ça une bonne vidange gastrique. Il faudra transfuser le patient si besoin. Je pense que vous devez connaître les objectifs transfusionnels dans ce cas précis. Qui ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres situations. Mais ici, on aura un objectif transfusionnel entre 8 et 10. Parce qu'en dessous de 8, il y a des risques d'angor, de syndrome coronaire, etc. Au-dessus de 10, vous risquez d'entretenir l'hémorragie si vous remontez trop l'hémoglobine. Donc l'objectif, il est entre 8 et 10. Et toujours dans la préparation, c'est la correction de l'éventuel choc. On en a parlé juste avant dans les mesures de réanimation. La 4e étape, c'est donc la gastroscopie, la fibroscopie œsogastro-duodénale, à visée diagnostique. Est-ce que c'est un ulcère qui saigne ou est-ce que c'est des varices œsophagiennes? Et à visée thérapeutique, si c'est des varices œsophagiennes, ça sera, le mot, c'est ligature de varices œsophagiennes. Si c'est un ulcère, on pourra effectivement mettre des clips ou faire une sclérose à l'adrénaline. 5e étape, ça tu l'as bien dit, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est l'antibiothérapie prophylactique. Elle est systématique en cas d'hémorragie digestive. Et bien sûr, elle est systématique si en plus il y a une infection de liquide d'acide qui est avérée. Mais même s'il n'y en a pas, on fera une antibioprophylaxie les jours suivants, pendant 8 jours.
Pourquoi? Parce que statistiquement, l'hémorragie digestive et l'infection de liquide d'acide sont extrêmement liées. Quand il y a l'un, il y a très souvent l'autre, ou alors il ne va pas tarder à venir. La surveillance clinique et paraclinique et le traitement d'un éventuel facteur déclenchant. Comment informez-vous le patient sur la thérapeutique proposée? Bon, ça c'était une question un peu bateau d'information du patient, c'est-à-dire il faut dire qu'on donne une information claire, loyale et appropriée, c'est les mots usuels. Il faut l'informer sur le rapport bénéfice-risque, sachant que là il y a quand même pas trop de risques et beaucoup de bénéfices à faire cette gastroscopie, donc ça ne sera pas trop difficile d'informer là-dessus. Sur l'aléa thérapeutique, voilà. Et je vous rappelle la définition de l'aléa thérapeutique, c'est un événement qu'on ne peut pas prévoir dû à une thérapeutique. Et enfin, on recueille son consentement éclairé. Il n'y a pas du tout d'obligation avant une gastroscopie de signer. Un recueil oral est largement suffisant. Quel facteur déclenchant de cet épisode devez-vous systématiquement rechercher? Alors, je vais te demander à toi, quels sont les facteurs qui peuvent décompenser une cirrhose? Quand tu as une décompensation de cirrhose, il faut absolument rechercher ces facteurs. Pas d'idée? Alors, pas du tout. Alors, première chose, c'est l'infection de liquide d'acide. On vient d'en parler. Devant toute décompensation de cirrhose, de aggravation de la fonction hépatique, il faut rechercher une infection de liquide d'acide. Je dirais même plus généralement, il faut rechercher toute infection qui peut décompenser une cirrhose. Donc il faut faire un bilan systématique, même si le patient n'a pas de fièvre, vous faites des hémocultures, vous faites un OCBU, vous faites une radio de thorax, et puis vous ferez une ponction d'acide pour rechercher une infection de liquide d'acide. J'en profite pour vous rappeler la définition de l'infection de liquide d'acide. C'est plus de 250 polynucléaires dans l'acide. Il n'y a pas besoin de retrouver des germes ni d'autres choses. Même s'il n'y a pas de fièvre, plus de 250, c'est une infection d'acide. Deuxième facteur qu'il faut rechercher, c'est la prise d'un hépatotoxique. Donc il y a l'alcool et les médicaments, globalement, les médicaments hépatotoxiques qui peuvent décompenser une cirrhose, et puis l'alcool, bien sûr. Ça peut même provoquer une hépatite alcoolique aiguë surajoutée, qu'il faut savoir rechercher. Troisième élément, c'est un carcinome hépatocellulaire, un carcinome hépatocellulaire qu'on n'aurait pas dépisté avant. Donc il faudra faire une échographie et une alpha-fetoprotéine systématique. Et après, il y a un autre élément aussi qu'on trouvera facilement à l'échographie, c'est une thrombosport, l'apparition d'une thrombosport qui peut décompenser. Voilà, ça c'est les éléments qu'il faut systématiquement rechercher. Donc il faut faire ce bilan complet, c'est-à-dire le bilan infectieux, l'interrogatoire pour rechercher les hépatotoxiques, l'échographie hépatique pour rechercher le CHC et la thrombose, et l'alpha-fetoprotéine pour dépister le CHC.